Apprendre à penser historiquement. Si on se situe dans une optique de connaissance, il faut apprendre à penser, et notamment à penser contre soi-même. La tendance naturelle de chacun, qui est une tendance innée, est de penser par rapport à soi, c'est-à-dire par rapport à son ego. C'est une attitude de défense normale par rapport à ce qui est extérieur à soi, dans la mesure où l'extérieur peut être hostile. Alors, par avance, on cherche à prendre toutes les précautions possibles pour se sécuriser physiquement et plus encore mentalement. Pour ne pas avoir peur, ou pour avoir moins peur de ce que l'on pense qui peut nous arriver, on cherche à se barder de certitudes et de vérités auxquelles on croit. La disposition de pensée qui conduit à construire de la connaissance, c'est tout le contraire. On ne doit être sûr de rien quand on explore un terrain de manière historique. On y arrive avec un bagage léger. Il est celui d'une méthodologie de base qui elle-même peut se laisser adapter en fonction de ce que l'on trouve sur le terrain que l'on a choisi d'étudier et dont on a en général une idée préalable. Mais si ce que l'on trouve sur le terrain ne correspond pas à l'idée préalable que nous avons, il faut y renoncer. On sait donc qu'on est toujours susceptible de se tromper. Il faut donc toujours être prêt à corriger ses erreurs quand on les découvre. En ce qui concerne l'histoire et l'anthropologie, la méthodologie de base se résume à 3 éléments inséparables et indispensables qui doivent être présents et fonctionner ensemble. Un moment, un lieu et un groupe humain. C'est donc un triptyque très simple. Quand, où, qui. Si on sort de ce triptyque, en mélangeant plusieurs quand, plusieurs où et plusieurs qui, donc en mélangeant les périodes, les lieux et les groupes humains, on sort de la réalité historique. On entre dans l'imaginaire. Alors, toutes les élucubrations deviennent possibles. Un autre point est très important. En aucun cas, on ne doit préjuger de ce que l'on va trouver. Le chercheur est à l'écoute de son terrain. Si ce n'est pas le cas, sans même s'en rendre compte, il entre dans la fiction. Il peut en toute logique démontrer n'importe quoi. La logique, construite à partir de présupposés, est l'un des plus grands ennemis de la réflexion historique. Pour en revenir au Mécois et au voyage au royaume d'Aksum, le Coran n'en dit pas un mot. C'est déjà un point qui doit attirer notre attention. C'est la sira du début de la période abbasside, la seconde moitié du 8e siècle et le début du 9e, qui commence à en parler. Pour vérifier la crédibilité de ces récits d'un point de vue historique, on regarde une carte de géographie et on se réfère aux moyens de transport de l'époque. Il y a 2 possibilités théoriques. Le voyage par voie de terre jusqu'au sud de la péninsule arabique, 1500 km, ou en passant par les hautes montagnes yéménites, impossible, pour ensuite prendre un bateau pour atteindre la rive africaine sud de la mer Rouge, où se trouve le royaume du Négus d'Aksum. Un tel trajet, qui aurait été accompli par des habitants pauvres et déshérités de la cité de la Mecque, est complètement invraisemblable, comme je l'ai dit dans une conférence il y a quelques années, et je le confirme ici. Le plus simple alors serait le trajet maritime. Le problème est que, comme je l'ai dit déjà ici,
les Mécois ne sont pas des marins. Et les populations de la côte orientale de la mer Rouge, celles de la Mecque, ne sont pas connues pour avoir navigué au large dans une mer où le régime des vents était particulièrement difficile. Il y avait certes des marins en Arabie. C'étaient les Omanais et les riverains du golfe Persique, que l'on appelait jadis de manière significative la côte des pirates. Alors, comparez ce qui se passe en Méditerranée occidentale, entre Oran, Tanger, l'Espagne ou les Baléares, et la navigation en mer Rouge, pour construire sa conviction et se persuader qu'on a raison, c'est mélanger le quand, le où et le qui. Cela ne veut rien dire et n'a donc aucune valeur probante. À bientôt.